Salut à tous, bienvenue dans ce premier numéro de l'Angleco. C'est le tout nouveau rendez-vous bimensuel que nous vous offrons pour vous informer sur l'actualité économique au plan national et international. Dans l'Angleco, le citoyen lambda aura son mot à dire sur tout ce qui se fait au plan économique au Bénin. Beaucoup de chroniques assez digestes que l'équipe de l'Angleco vous offre pour votre propre culture. Je vous propose d'ailleurs en ouverture de ce premier numéro, le biais économique. Regardez. Loi de finances gestion 2023, Romuald Wadani face aux députés. Dans le cadre du débat relatif à l'orientation budgétaire pour la loi de finances gestion 2023, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadani, était à l'Assemblée nationale face aux députés de la 8e législature. L'Agentier national a exposé aux parlementaires les grandes orientations du projet du budget 2023. Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2023-2025, exposé aux députés par l'Agentier national, présente la trajectoire d'une économie qui se remet de l'effet de la pandémie du Covid-19, mais qui toutefois fait face à un contexte marqué par des tensions géopolitiques, notamment la guerre en Ukraine. Ce document expose les efforts d'assainissement des finances publiques et la consolidation budgétaire enregistrée au cours des 3 dernières années. Il montre par ailleurs les progrès notés dans la situation financière des établissements publics, les collectivités locales et les organismes de sécurité sociale en réponse aux actions du gouvernement. Rééquilibrage des relations commerciales entre l'UE et l'Afrique. Le Parlement européen a adopté le rapport d'initiative de Helmut Scholz sur l'avenir des relations commerciales entre l'Union européenne et l'Afrique, qui prévoit notamment un rééquilibrage des échanges entre le groupe des 27 et le continent. Élaboré par la Commission du commerce international du Parlement européen, ce rapport a été adopté à 463 voix pour, 43 contre et 81 abstentions. Le même rapport précise que l'Afrique est une priorité géographique essentielle de la nouvelle stratégie commerciale de l'Union et formule une série de recommandations pour corriger les déséquilibres hérités en partie de l'ère coloniale. Le rapport appelle l'UE à soutenir des relations commerciales éthiques et durables avec l'Afrique. Transfert d'une partie des DTS auprès du FMI à l'Afrique. Le Royaume-Uni s'est engagé à transférer une partie de ses droits de tirage spéciaux DTS auprès du Fonds monétaire international FMI à l'Afrique par le biais de la Banque africaine de développement BAD. L'information a été confirmée par le président de l'institution financière panafricaine, Akinwumi Adesina. Le Royaume-Uni est engagé à transférer une partie de cette DTS par la BAD, qui est également en pourparlers avec le Canada et la France pour faire de même, a précisé le président de l'institution. Selon lui, le transfert par des pays développés de leur DTS à la BAD permet à la Banque multilatérale africaine de comptabiliser ses actifs comme des capitaux propres et de bénéficier ainsi de $4 pour chaque dollar de DTS en tant qu'institution financière. Le G7 annonce un programme d'investissement de 600 milliards de dollars ciblant l'Afrique. Le groupe des 7 pays les plus industrialisés, G7, annonce le lancement d'un vaste programme d'investissement dans les infrastructures à destination des pays en développement qui prend les allures d'une réponse à l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie. Avec les partenaires du G7, nous visons à mobiliser 600 milliards de dollars d'ici 2027 pour des investissements mondiaux dans les infrastructures, a précisé la Maison-Blanche peu avant le discours du président des États-Unis, Joe Biden, dévoilant ce programme lors du sommet du G7. Le partenariat mondial pour les infrastructures représente ainsi une réplique à l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie.
L'Angleco, c'est donc le créneau idéal pour mieux vous informer sur l'actualité économique. Dans l'Angleco, vous pouvez également vous informer sur les prix des produits de grande consommation et leurs variations dans certaines principales villes de notre pays. Je vous propose de découvrir ceci. Chronique des matières premières, les prix dans nos marchés. Dans nos marchés, les prix des produits de grande consommation ont connu des variations dans certaines villes principales de notre pays. Les prix du maïs séché en grains sont en baisse dans les marchés des villes de Cotonou, 281 francs CFA le kilogramme, Porto Novo, 279 francs CFA, Boycon, 251 francs CFA et Lokossa, 318 francs CFA. Par contre, les prix sont demeurés stables dans les villes de Parakou, 251 francs CFA, et Natitengu à 218 francs CFA. Les variations des prix à la baisse sont dues à un début de récolte de la denrée. Quant au prix de la tomate fraîche, à Cotonou, Porto Novo et Parakou, les prix sont respectivement fixés à 643 francs CFA, 587 francs CFA et 624 francs CFA. Par contre, à Natitengu, la tomate fraîche est vendue à 819 francs CFA contre 482 francs CFA et 582 francs CFA respectivement à Boycon et à Lokossa. Les prix de l'oignon frais rond se présentent comme suit dans les villes parcourues. À Cotonou, 367 francs CFA, Porto Novo, 441 francs CFA, Parakou, 365 francs CFA, Natitengu, 424 francs, Boycon, 353 francs CFA et Lokossa, 342 francs CFA. Par ailleurs, les prix du kilogramme de la farine de blé se présentent comme si Cotonou 708 francs CFA, Porto Novo 700 francs CFA, Parakou 667 francs CFA, Natitengu et Boycon 700 francs CFA et à Lokossa, le kilogramme de cette denrée est vendu à 617 francs CFA. Les prix du kilogramme du haricot blanc ont également changé. À Cotonou, c'est vendu à 798 francs CFA. À Porto Novo, à 665 francs CFA. À Natitengu, c'est vendu à 679 francs CFA. À Boycon, légère baisse constatée, 582 francs CFA. Et à Parakou et Lokossa, le produit est cédé à 806 francs CFA. Le prix de l'huile végétale a connu un plafonnement déterminé par le gouvernement fixé à 1300 francs CFA. Quant au gaz de 6 kg, les prix se présentent comme suit. Cotonou, 5333 francs CFA. À Porto Novo, 4770 francs CFA. Parakou, 5157 francs CFA. Natitengu et Boycon, 4770 francs CFA. Et à Lokossa, le gaz, 6 kg est vendu 4800 francs CFA. Pour le gaz, 12,5 kg. À Cotonou, c'est vendu à 10 300 francs CFA. À Porto Novo, à 10 127 francs CFA. Parakou, 10 313 francs CFA. Natitengu, Boycon et Lokossa, on peut l'acheter respectivement à 9 938 francs CFA, 9 940 francs CFA et 9 950 francs CFA. Ainsi se présentent donc les prix de quelques produits identifiés dans les marchés parcourus. Il est à noter que la variation des prix observés sur les autres produits est due aux spéculations. Des prix recueillis à l'Institut national de la statistique et de la démographie, placé désormais sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances. Mesdames et messieurs, depuis un peu plus de 5 années, le gouvernement du Bénin met en œuvre plusieurs réformes visant notamment à parvenir à une transformation structurelle de notre économie. Des réformes qui rendront plus crédible la signature du Bénin au plan international et sur les marchés financiers internationaux. Au bout de quelques années de mise en œuvre de ces réformes, le Bénin a obtenu plusieurs notations financières venant de plusieurs agences de notation internationale. Récemment encore, notre pays a obtenu une nouvelle notation. Mais que peut-on véritablement comprendre à travers ces notations financières et à quoi servent-elles? Pour obtenir les explications adéquates, je vous amène rencontrer le conseiller technique au suivi des notations et projets structurants du ministre d'État en charge de l'économie et des finances. Monsieur Ologoudou, bonsoir, merci de nous recevoir.
Monsieur Péco, bonsoir. Toujours un plaisir de vous recevoir. Le plaisir, il est partagé. Dites-nous, quand on parle de notation financière, qu'est-ce qu'on peut y comprendre? La notation financière, également appelée rating, est une technique qui permet de mesurer la solvabilité d'un emprunteur, c'est-à-dire sa volonté et sa capacité à faire face à ses obligations financières à court, moyen ou long terme. Donc cette notation est souvent établie par une agence agréée par le régulateur. Il s'agit donc d'une opinion relative qui se base sur une analyse indépendante autour notamment de la situation économique et financière donc de celui qui est noté, ainsi que de la qualité de sa gouvernance et des perspectives de croissance de son activité. Quels sont les enjeux d'une notation financière? Alors, si on revient au niveau régional, ou continental d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a quelques années, l'Union africaine a identifié les marchés financiers internationaux comme source de financement du développement, comme l'une des sources à privilégier pour le développement de nos économies. Et effectivement, suite à cette décision, le marché financier régional de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a connu une progression remarquable. Donc l'enjeu en réalité de la notation, c'est de fournir aux investisseurs qui sont présents sur les marchés, régionaux ou internationaux, les informations nécessaires afin de pouvoir prendre les bonnes décisions d'investissement. Comment s'établit alors une notation financière? Alors, ces notations sont réalisées par des agences qui interrogent le gouvernement, qui demandent à avoir un certain nombre d'éléments et d'informations. Ces informations, en réalité, se regroupent en différentes catégories. D'une part, les performances de l'État et sa capacité à générer de la croissance. Donc, on parle de taux de croissance réel du PIB, volatilité de la croissance. La deuxième catégorie, bien entendu, est la soutenabilité des finances publiques, donc le déficit budgétaire, la dette, le service de la dette. La troisième catégorie, c'est la qualité des institutions et de la gouvernance. Là, on mesure la qualité des institutions législatives, exécutives, la place et le rôle de la société civile et de la justice, l'efficacité des différentes politiques publiques. Et enfin, la quatrième catégorie mesure la vulnérabilité au risque, risque politique, risque de liquidité, risque du secteur bancaire, risque externe. Et donc, des données sont collectées à l'intérieur de toutes ces catégories pour finalement aboutir à une note donc, qui est attribuée au pays. Mais quels sont alors les impacts d'une notation financière sur l'économie d'un pays? L'impact de la notation permet au pays de mobiliser plus facilement de la dette, de convaincre plus facilement et d'attirer plus facilement les investisseurs. Et donc, bien entendu, plus d'investisseurs, cela signifie plus d'emplois, plus d'activités économiques, plus de richesses créées, donc un impact immédiat, perceptible sur l'économie du pays. Mais qui s'occupe alors de la notation financière d'un pays? Alors, on a plusieurs agences qui interviennent dans ce domaine. En réalité, il y a pratiquement plus d'une centaine d'agences de notation au monde. Au niveau international, les principales agences sont connues. Il s'agit donc de Standard & Poor's, de l'agence Moody's et de Fitch Ratings, donc qui interviennent essentiellement sur les marchés internationaux. En ce qui concerne le marché régional donc de l'UMOA, nous avons deux agences, donc WARA, West African Rating Agency, donc qui est basée à Dakar au Sénégal, et nous avons également Bloomfield Investment Corporation, qui elle est basée en Côte d'Ivoire. Et donc ce sont des agences qui sont agréées par le Conseil de régulation de l'épargne publique et des marchés financiers, et donc qui interviennent au niveau régional. Alors, il est important de noter que ces agences, en réalité internationales ou nationales, s'occupent de notation. Dans le cas d'un État, on parle de notation souveraine, mais elles notent également des entreprises. Ah, d'accord. Les entreprises, si je prends à fin 2021, Oui. au niveau de la BRVM, donc la Bourse régionale des valeurs mobilières, sur 45 sociétés qui étaient cotées, 32 se sont fait noter par Bloomfield et par WARA. Donc, le processus qui s'applique à un État souverain
peut également s'appliquer à une entreprise dès lors qu'elle intervient sur les marchés financiers. Alors, la différence, elle est bien comprise désormais, mais quels sont les types de notes qui sont attribués au pays par ces agences-là? Les types de notes, en réalité, dépendent de plusieurs critères. Dans un premier temps, on va distinguer la note à court terme de la note à long terme. La note à court terme mesure une perspective immédiate, donc de moins de 12 mois, et la note à long terme évalue donc la capacité de l'entité à honorer ses engagements à une échéance supérieure à 12 mois. Et au-delà donc du terme, on va également apprécier la monnaie locale ou les devises. C'est-à-dire que les agences vont établir une note en monnaie locale, dans le cas du Bénin en CFA, pour les engagements et les dettes souscrites au niveau régional sur le marché régional, et les mêmes agences vont émettre une autre note en devise, donc pour les dettes qui sont contractées en euros, en dollars ou en d'autres devises. Venons-en, monsieur le conseiller technique, à notre pays, le Bénin. Le Bénin qui a reçu d'ailleurs plusieurs fois quelques notations, notamment vous avez cité Standard & Poor's, Bloomfield ou encore Fitch. Que retenir de la toute dernière? C'est un processus permanent dans lequel nous sommes inscrits et donc nous sommes périodiquement notés. Certaines agences effectuent ce processus 2 fois par an, d'autres l'effectuent 1 fois par an. Mais ce qui est important, c'est la tendance. La tendance de fond, c'est que sur l'année 2020, nous avons vu nos notations se maintenir. Sur l'année 2021, alors que nous devions faire face d'une part à la pandémie de la Covid-19 et nous étions toujours dans les effets de la fermeture des frontières avec le Nigeria, nous avons vu à la fois Fitch donc rehausser la note du Bénin en 2 crans, d'abord rehaussement de la perspective et ensuite rehaussement de la note, et nous avons vu également Moody's rehausser la notation du Bénin, au même titre d'ailleurs que sur le plan régional, Bloomfield Investment, qui a également rehaussé notre notation d'1 cran. Et en réalité, quand on observe cette tendance de fond, elle démontre finalement la résilience des fondamentaux économiques du pays, la capacité que nous avons eu à faire face au double choc. Ça démontre également, je dirais, la qualité et la transparence de la gouvernance économique et financière. Elles traduisent la consolidation budgétaire du Bénin, l'amélioration de la structure de la dette et une excellente gestion des finances publiques. Mais de façon concrète, monsieur le conseiller technique, quel est l'impact que cela a sur une économie comme la nôtre, comme celle du Bénin? Oui, alors, encore une fois, vous n'êtes pas sans savoir donc que le gouvernement a un programme de développement ambitieux. Vous êtes, comme moi, au courant du programme d'action du gouvernement. Il y a un certain nombre de projets, que ce soit sur le plan social, que ce soit au niveau touristique, que ce soit au niveau industriel, je pense notamment à la zone économique spéciale de Gojibé. Ces projets nécessitent des financements et aujourd'hui, les différentes notes que nous obtenons nous donnent un accès plus facile au financement. Alors, que devrait faire le Bénin pour demeurer, pourquoi pas, un bon élève en matière de notation financière? Alors, l'objectif n'est pas de demeurer un bon élève en matière de notation financière, l'objectif est de demeurer un bon élève en matière de gouvernance économique et financière, en matière de transparence de la gestion des finances publiques, en matière de consolidation fiscale et budgétaire. Et si vous le faites, il y a de bonnes chances effectivement que cela se traduise au niveau de la note que vous obtenez. Mais d'aucuns estiment, M. Olokoudou, que les notations financières ne traduisent pas forcément l'état réel du panier de la ménagère. Que répondez-vous à cela? Alors oui, effectivement, la notation se place un cran au-dessus et donne une image à un instant T, si vous voulez, de l'économie du pays. Mais en ce qui concerne le panier de la ménagère, c'est vrai, nous avons d'autres indicateurs, nous avons notamment l'indice des prix à la consommation, et nous-mêmes d'ailleurs, nous publions des notes de conjoncture mensuelles et trimestrielles
qui, elles, permettent d'avoir une idée beaucoup plus fine de ce que vous appelez le panier de la ménagère. Mais le fait est que lorsque vous avez les notes que nous avons, cela se traduit de facto par une augmentation des investissements et donc, en réalité, une création de richesses. Mesdames et messieurs, vous en savez donc un peu plus désormais sur les enjeux et les impacts des notations financières avec M. Ologoudou. Nous avons donc évoqué la question. Le Bénin a obtenu, il vous l'a dit, plusieurs notations, la toute dernière justement, qui a été appréciée de tous, des notations financières qui, en réalité, représentent donc des indicateurs qui facilitent l'accès au financement, la mobilisation des ressources financières, toutes choses qui permettent de créer des emplois et de créer la richesse, ce qui favorise le bien-être des populations. Merci de votre attention. La prochaine chronique et la prochaine rubrique vous amènent à pouvoir découvrir comment on réussit à pouvoir investir en bourse. C'est tout de suite. La bourse, c'est un marché. C'est un marché sur lequel il y a des produits spécifiques. Ces produits spécifiques sont dans le vocable de valeurs mobilières, actions, obligations et autres titres de créances. Donc sur ce marché, comme tout autre marché, il y a des acheteurs et des vendeurs. Tout particulier ayant la capacité d'épargner. Parce que quand vous venez en bourse, c'est pour investir, mais en même temps, c'est pour fructifier votre épargne, peut-être pour un projet, soit à moyen ou à long terme. Afin vraiment de pouvoir bénéficier de la bourse, vous ne venez pas juste pour un court terme. Pour investir en bourse, c'est tout simple. Vous passez par les sociétés de gestion et d'intermédiation. Au niveau de notre sous-région, nous avons ce qu'on appelle la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, qui est commune aux 8 pays de l'UEMOA. Et donc, en tant que particulier ou institutionnel, vous vous rapprochez d'une des SGI, vous amenez un certain nombre de pièces, à savoir la copie de votre pièce d'identité, une photo d'identité, une facture d'électricité ou de la SONEB datant de moins de 3 mois ou votre attestation de résidence, et puis un bordereau de versement ou un chèque qui vous permet de faire les premiers investissements ou les premières acquisitions des différents titres. Et donc, quand vous vous rapprochez d'une des SGI, il y a des échanges qui se font pour connaître votre profil d'investisseur, c'est-à-dire votre aversion au risque. Est-ce que vous aimez les risques ou pas? Eh bien, si vous n'aimez pas les risques, on vous met dans ce qu'on appelle le profil sérénité, c'est-à-dire qu'on vous met uniquement que sur des obligations qui vous donnent entre du 5,5% et du 6,5% annuellement. En attendant de retrouver notre spécialiste dans nos prochaines émissions pour l'éducation boursière, je vous propose à présent de découvrir la bibliothèque de l'Angleco. C'est à travers le mot de l'écho. L'inflation, c'est la hausse durable et cumulative du niveau général des prix dans une économie. Cette inflation, elle est mesurée à partir d'un indicateur que nous appelons le taux d'inflation. Et lorsque ce taux d'inflation atteint la barre des 2 chiffres, on dit que l'inflation, elle est galopante. Quelles sont les causes de l'inflation? On identifie généralement 4 types de causes. Premièrement, nous avons les coûts de production. Lorsque les coûts de production supportés par les entreprises augmentent, cela se répercute sur le prix des biens et services et nous avons une inflation. Deuxièmement, vous avez l'inflation par la demande.
Lorsque la demande des biens et services augmente alors que l'offre n'a pas augmenté, la répercussion se manifeste au niveau des prix et nous avons donc une autre inflation. Troisièmement, nous avons l'inflation importée qui provient fondamentalement de l'augmentation des prix des biens importés sur le marché. Et quatrièmement, c'est la dernière cause, nous avons l'inflation par un excès de la monnaie dans l'économie. Lorsque la quantité de monnaie disponible dans l'économie augmente alors que la quantité de biens et services n'a pas augmenté, la conséquence, c'est une augmentation générale du niveau des prix, donc l'inflation. L'inflation, elle n'est pas entièrement nuisible à l'économie lorsqu'elle est maîtrisée. Lorsque l'inflation est rampante, c'est-à-dire à des taux en général faibles, cela constitue un stimulateur pour les investissements et donc ça peut créer de la croissance économique lorsque l'inflation elle est bien maîtrisée à un taux relativement faible. Mesdames et messieurs, si vous avez envie de vous exprimer dans cette émission sur des sujets économiques importants, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur nos diverses plateformes digitales. C'est la fin de ce rendez-vous économique que nous vous offrons sur l'ORTB. L'Angleco, c'est votre canal d'information et d'expression. Merci de votre fidélité et à bientôt.